Qu'est-ce que vous retenez 15 mois après de ce combat? Enfin, de votre combat, maître. Alors, j'en ai retiré beaucoup de choses. Alors, si j'en ai pas retiré 1 euro, j'en ai... Je parlais pas d'argent, hein. Oui, c'est voilà, pour ça. voilà. Mais justement, si je n'en ai pas retiré 1 euro, j'en ai retiré beaucoup plus de choses que l'argent ne m'aurait apporté. C'est l'éveil des consciences, qui doit être cet éveil collectif aujourd'hui. En tout cas, je vais me battre pour que cet éveil soit collectif, également dans le cadre de l'association Saint-Père Fidélis, parce que je crois que aujourd'hui, j'en suis même persuadée, cette société consumériste nous a poussés à être endormis, mais trop boulot dodo, justement, devoir travailler énormément pour subvenir à nos besoins et du coup ne rien voir de ce qui se passe à côté. Nous étions presque des légumes, en tout cas pour ma part. Et aujourd'hui, je suis très très éveillée à tout. Et même si ça me prend beaucoup de temps, je tiens à continuer à m'éveiller en permanence. C'est-à-dire que je n'écoute plus ce que disent les médias mainstream. Je vais faire mes propres recherches, ce que j'invite d'ailleurs tout le monde à faire, hein, et pour avoir mon propre ressenti, mes propres convictions, mon propre raisonnement. Et en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de complotiste, j'ai les pieds bien sur terre, la tête sur les épaules, mais il est évident que moi aussi, je me suis faite endormie pendant des années. Alors, maître, bonjour et Bonjour. merci de m'accorder à nouveau cette interview. Je vous en prie. Alors, maître, vous avez déposé à la Cour pénale internationale le 11 juin 2019. Vous étiez avec Francis Lalanne et maître Mabenga. Oui. Vous avez déposé une plainte contre Emmanuel Macron, Christophe Castaner et Édouard Philippe. Est-ce que cette plainte a été reçue? Alors, elle a été reçue par la Cour pénale internationale et nous nourrissons cette plainte autant que possible chaque semaine lorsque je reçois des témoignages. Ce qui me dérange le plus, c'est que malgré mes appels à témoignages, je fournis plus de coupures finalement de journaux que de témoignages des victimes depuis que j'ai déposé cette plainte avec Francis Lalanne et Maître Mabanga. C'est-à-dire que nous avions des dossiers victimes pour la plainte initiale, qui s'appelle une communication en droit international. Et depuis, sachant que les violences continuent chaque week-end, je ne reçois pas pour autant les témoignages de ces victimes avec leurs certificats médicaux, par exemple. Et ça, c'est très embêtant parce que si on ne continue pas à nourrir cette plainte chaque semaine ou tout au moins régulièrement, j'ai peur que la Cour pénale internationale ne nous prenne plus au sérieux. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette plainte tant que les 3 personnes que vous avez donc données, je veux dire porté plainte contre eux, occupent leur fonction? Est-ce que ça va mettre des années? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Il faut savoir que la Cour pénale internationale est compétente justement pour les chefs d'État et leur gouvernement. Donc ça veut dire que la Cour pénale internationale ne serait pas empêchée par la qualité de ces personnes, donc de Macron, Castaner et Édouard Philippe. En revanche, ce n'est pas non plus leur qualité qui fait que la procédure risque d'être longue. C'est que toutes les procédures sont longues en droit interne, a fortiori lorsque c'est du droit international. C'est-à-dire que le procureur doit examiner toutes les pièces que l'on peut lui apporter chaque semaine ou tout au moins régulièrement. Et à partir de là, soit le procureur saisit directement la Cour, soit elle diligente, puisque actuellement c'est une femme, soit elle diligente elle-même une enquête interne, c'est-à-dire en France, pour voir par elle-même ce qu'il s'y passe. Mais on a bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on a essayé de destituer le président des États-Unis
Et on va dire qu'en réalité, ça n'a abouti à rien. Alors, bien sûr, ce n'est pas la Cour pénale internationale, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est à peu près pareil? Parce que moi, beaucoup de personnes me disent, en réalité, que l'on parle de l'ONU, de la Cour pénale internationale, c'est tout pareil, je veux dire, ils s'entendent tous entre eux, et ils en attendent, je veux dire, en disant, pratiquement, on n'attend pas grand-chose de ce dépôt de plainte. Oui, alors, pas grand-chose et rien, c'est différent aussi. Il n'empêche qu'on ne peut pas attendre quelque chose si on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il est évident que si on ne dépose pas une plainte devant la Cour pénale internationale, on ne peut pas attendre quoi que ce soit un jour ou l'autre. Donc, toutes les actions sont bénéfiques dans ce mouvement et on peut attendre au moins quelque chose. Ça, c'est une évidence, puisque nous avons porté cette plainte devant cette Cour. À l'heure actuelle, combien de dossiers ont été déposés de personnes blessées, à peu près? Vous en avez une idée? À peu près, il doit y en avoir une centaine, 100, 150. Mais je déplore qu'il n'y en ait pas plus, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus que 150 victimes. Et ce que je déplore aussi, c'est que les victimes, celles qui ont eu le plus de préjudice, c'est-à-dire les mains arrachées, les éborgnés, ne font pas partie de ce dossier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la communication ne s'est pas faite correctement et que ces personnes ne m'ont pas confié copie de leur dossier pour pouvoir transmettre à cette Cour pénale internationale, mais c'est bien dommage. Mais c'est surtout ces dossiers-là qui étaient les plus importants. Bien sûr. Moi, j'ai rencontré le 1er février à Montpellier ce jeune-là qui a 23-24 ans à peu près, qui a la main arrachée. Oui. J'ai rencontré aussi une dame, je pense que vous avez dû le voir sur le reportage, qui est en fauteuil roulant. Oui. Les policiers prennent le contrôle de son joystick. Oui. Elle se retrouve avec 5 fractures sur le pied. Elle porte plainte et ça se retourne contre elle. Oui. Non, elle est accusée d'avoir blessé les policiers avec son repose-pied, qui se trouve à peu près à 10 cm du sol. Elle les aurait blessés au genou. Oui. Alors, elle se demande s'ils étaient en train de faire la prière au moment où elle a été blessée. Oui. Alors, je sais bien, je sais bien. Il y a une vidéo qui circule sur Internet, qui dure 1 minute et demie à peu près, que j'ai diffusée, donc je n'en suis pas l'auteur, où on voit une personne qui a des enfants, qui a des enfants tout autour, et on voit une arrestation qui est vraiment très très musclée. Alors certaines personnes disent que c'est tout à fait normal qu'on ait arrêté cette personne avec cette violence-là, parce que soi-disant, quelques minutes avant, il aurait été filmé par un drone en train de casser des vitrines avec une barre en fer et de jeter des barres de fer sur les policiers. Mais à l'heure qu'on va dire aujourd'hui, la police, quand elle interpelle une personne, ne doit pas augmenter son taux de violence, surtout si la personne ne pose aucune violence à son arrestation, par rapport à ce qu'elle a fait avant. Je suis tout à fait de votre avis. D'ailleurs, les règles de l'interpellation n'ont pas été respectées en pareille matière. Parce que, vous l'avez dit, s'il a commis des faits, c'était avant son interpellation, et sans aucune résistance de sa part, il n'y avait pas à commettre des violences sur sa personne pour l'interpeller. Donc là, nous sommes vraiment dans le cadre de violences policières, quelle que soit l'opinion de certains. Voilà, ce qui veut dire qu'ensuite la police doit l'interpeller. S'il n'oppose aucune résistance, ça doit être une interpellation normale. Et ensuite, c'est à la justice, si effectivement il y a bien ces preuves. Mais ce que je doute un petit peu, c'est que si effectivement il avait été pris avec un drone avant, en train de faire ses violences, je pense quand même que ça aurait été diffusé. Et là, on ne fait que dire il a été vu par un drone. Et d'habitude, quand il y a des caméras de surveillance, surtout on les fait voir. Parce que moi, ce que j'ai vu un petit peu sur le terrain aussi, c'est que souvent, maître, vous devez le savoir aussi, c'est que quand il y a des caméras de surveillance, elles fonctionnent quand c'est pour aller contre les gilets jaunes ou contre les personnes qui ont été interpellées. Malheureusement, elles sont souvent en panne quand c'est pour essayer de faire, je veux dire, de dire cette personne-là a été interpellée mais ne faisait rien avant. Alors, est-ce que ces caméras-là ont un gros problème avec la couleur jaune ? Ah oui, manifestement, puisque moi-même dans certains dossiers,
Les images sont toujours inexploitables dès lors que mon client conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Et c'est souvent d'ailleurs des rébellions ou des violences sur des policiers. Comme par hasard, les images sont effectivement inexploitables. Et dans le cadre de ce que vous me dites concernant cette personne, il est évident que s'il y avait eu réellement des exactions, cette vidéo aurait été diffusée, ne serait-ce que pour discréditer la version de la personne interpellée. Alors, ce qu'on peut un petit peu reprocher aussi à l'heure actuelle, mais ça, ce n'est pas, disons, disons, les personnes, les policiers qu'on va dire qu'on va mettre en cause, c'est que le gouvernement, soi-disant en manque de policiers sur le terrain, a fait intervenir la BAC. Donc, la BAC, on connaît, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la brigade anti-criminalité. La BAC, théoriquement, doit intervenir justement dans des personnes qui sont accusées de crimes. Donc, eux, ils connaissent une méthode d'interpellation qui est sans doute violente, mais qui est théoriquement appropriée à leur intervention qu'ils vont faire. Parce qu'en théorie, ils ont devant eux des personnes qui doivent être armées ou quoi. Maintenant, on les a demandé d'arrêter des manifestants. Ils n'ont qu'une méthode d'arrestation, on ne peut pas leur reprocher, puisqu'on leur a appris à arrêter des personnes, parce que je dirais, ils peuvent être en danger. Ça aussi, on peut reprocher ça à notre gouvernement, de demander à des personnes qui ne sont pas habilitées à arrêter des personnes, on va dire tout à fait, des fois, dans le calme complet. Alors, il n'y a pas que ça qu'on peut reprocher à notre gouvernement, il y a, je crois, à peu près tout qu'on peut leur reprocher. Mais effectivement, la brigade anticriminalité a été un tout petit peu détournée de son objet initial, qui est normalement d'intervenir lorsque il y a des crimes ou des délits très graves. Or là, ils sont déployés dans le cadre des manifestations, alors qu'on devrait avoir que du maintien de l'ordre dans ces manifestations et que cette BAC puisse intervenir, mais que lorsqu'il y a des actions très très violentes de la part des manifestants. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, parce que lorsqu'on visionne certaines vidéos, on voit que d'ailleurs souvent cette BAC c'est elle qui s'approche des manifestants et qui finalement les pousse à commettre des exactions. Donc on ne comprend plus le rôle de la BAC, tout comme on ne comprend pas plus actuellement le maintien de l'ordre de notre gouvernement et ce président de la République. Est-ce qu'on pourrait penser qu'à l'heure actuelle, ils sont un petit peu dépassés par les événements? Parce que quand ça a démarré le 17 novembre, on va dire 2018, même vous ou moi-même, personne ne pensait que ce mouvement, 15 mois après, serait toujours là. Je ne sais pas s'ils sont dépassés. Je ne sais pas s'ils sont dépassés parce que je doute quand même qu'avec les personnes qui les entourent, donc là je parle de leurs conseillers, qu'avec l'intelligence qui est la leur, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer son ennemi, ils fassent tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a autre chose que cela, parce que finalement le mouvement des Gilets jaunes leur permet aussi de faire passer des lois liberticides qui les arrangent bien, pour en arriver là où ils veulent en arriver. Et cela sans vouloir être complotiste, bien évidemment. Ils font passer ces lois liberticides, mais ils mettent vraiment ce pays dans le chaos. Alors, il faut peut-être s'interroger autrement. Est-ce que finalement ce chaos n'est pas voulu et pourquoi? On va aborder un autre sujet qui est, depuis 2018, il y a des vaccins obligatoires. Avant, je crois qu'ils étaient au nombre de 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils sont passés à plus de 12 ou 13. Oui, il y en avait 3. Il y a donc du coup maintenant 11 vaccins obligatoires. Et qu'est-ce que ces vaccins obligatoires je veux dire, sont faits pour quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui protège comme maladie supplémentaire? C'est des maladies qu'on ne connaissait pas jusqu'en 2018? Alors si, c'est des maladies qu'on connaissait, bien sûr. C'est pas le coronavirus. Hein. Ouais. Pour cela, la vaccination d'ailleurs n'est pas obligatoire. On peut s'interroger sur ce coronavirus et surtout sa présence sur les territoires. Mais concernant les 11 vaccins obligatoires, moi ce qui m'interroge, c'est qu'ils ne soient obligatoires que pour les enfants nés à compter de 2018. Alors,
il n'y a que deux solutions lorsqu'on s'interroge intelligemment. C'est soit on se fiche éperdument de ceux qui sont nés avant 2018 et à ce moment-là ils peuvent tous mourir, soit qu'est-ce qui va advenir de ces enfants qui nés à compter de 2018 et qui vont être les seuls à être vaccinés. Parce que lorsqu'on regarde la composition de ces vaccins, notamment une forte présence d'aluminium, on se dit, par rapport au ratio bienfait-méfait, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce qu'on ne met pas finalement la vie de ces enfants-là en danger, sachant que les études qui sont réalisées le sont par les laboratoires qui détiennent et qui commercialisent ces vaccins. Donc, quelles que soient les études révélées par les pouvoirs publics, il ne faut pas y croire. Et nous, les questions que l'on pose au Conseil d'État, puisque nous avons saisi le Conseil d'État, c'est de dire, est-ce que vous avez fait des études? Et si oui, par qui? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre ceux qui réalisent ces études et les pouvoirs publics et ceux qui commercialisent les vaccins? À défaut, est-ce qu'on pourrait avoir des analyses par des laboratoires totalement indépendants, avec pourquoi pas une surveillance d'un comité populaire pour être sûr que ces études ne sont pas falsifiées. Et c'est des questions légitimes que le peuple se pose, parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune dérogation, les nouveau-nés sont automatiquement vaccinés. Voilà, tout à fait, sauf à opposer de la résistance, puisque il y a de mémoire, je crois que c'est l'article D31 17-1 du Code de la santé publique, qui dit qu'il y a des tests préalables, par exemple, qui doivent être faits avant vaccination, pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication sur cette personne-là. Eh bien, demandez ces tests, sachant que la sécurité sociale va vous répondre par la négative ou ne va pas vous répondre, mais à ce moment-là, vous pourrez dire, écoutez, moi, je n'ai fait qu'appliquer la loi, demandez les tests préalables, la sécurité sociale ne m'a toujours pas répondu, eh bien, la non-vaccination de mon enfant n'est pas de mon fait, mais pour l'instant, elle est du fait de la sécurité sociale qui n'a pas répondu. Il y a également comme axe de résistance, j'avais fait une lettre type que j'ai fait circuler sur Facebook, de dire aux médecins, vous me signez cette lettre dans laquelle vous dites que vous m'avez donné une information claire, précise, éclairée, puisque ça, le code de déontologie oblige le médecin à rapporter cette information. Je veux que vous me certifiez qu'il n'y aura aucun danger pour mon enfant, et ce médecin ne le signera pas. Donc c'est un autre acte de résistance. D'accord. Dans l'attente de la décision du Conseil d'État, donc du jugement qui sera rendu par le Conseil d'État. D'accord, merci maître. Vous vous battez maintenant aussi, puisque vous avez organisé une manifestation qui va avoir lieu le 19 février à Valence, pour le placement abusif des enfants. Vous pouvez un petit peu aborder ce sujet? Oui, bien sûr, c'est un combat que tout le monde devrait mener, parce que là on parle de nos enfants, les enfants du peuple. C'est toujours à peu près la même chose dans ce type de dossier de placement abusif d'enfants, c'est-à-dire qu'on prend le motif tiré d'une mésentente entre les deux parents, par exemple, pour placer un enfant. Parfois même, il y a encore plus aberrant dans les dossiers, comme celui qu'on évoquera pour cette manifestation, et d'ailleurs c'est un appel national, où là je parle d'une enfant dont je suis l'avocat, qui est la petite Noémie, qui est une adolescente. Qui a quel âge? 15 ans. 15 ans. Donc sa maman élève déjà un enfant qui n'est pas placé, et elle est placée depuis des années. Alors déjà ça, c'est à ne pas comprendre, parce que si on n'est pas apte à élever un enfant, on n'est pas apte à élever l'autre. Et pourtant, elle vit avec un de ses enfants, cette femme. Dans le dossier, aucune maltraitance, rien. Si ce n'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une mésentente entre les parents, qui normalement est un conflit qui relève d'un juge aux affaires familiales et non pas d'un juge des enfants. Eh bien, à la dernière audience, la magistrate, sans avoir écouté au préalable les avocats et donc moi,
en tant qu'avocat de Noémie, avait déjà décidé du maintien de son placement. Donc ça veut dire qu'on ne nous écoute pas, on dit à l'enfant je vous reçois sur demande de votre avocat, mais sachez mademoiselle que de toute façon je vais reconduire le placement. Alors ça c'est déjà une aberration. Ça veut dire que les avocats ne sont pas entendus, la magistrate a déjà pris sa décision. Avant le procès. Avant, bien sûr, avant l'audience. C'est-à-dire que vous avez assisté ce jour-là, oui. Puisque c'était à Carpentras, je crois. Non, c'était à Valence. Ah, c'était à Valence, pardon. Valence. Vous avez assisté à une parodie de justice. Bien sûr. Le jugement était déjà fait. Bien sûr. Bien sûr, c'était une pièce de théâtre, c'était une belle comédie, tout simplement. Et parce que j'ai dit au magistrat que nous ne lâcherions pas l'affaire, que nous formerions appel et que nous irions, s'il le faut, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, au départ, cette magistrate était soi-disant malade, donc on n'avait pas de jugement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant est encore placé et qu'on ne nous a toujours pas donné le jugement. Donc le jugement de placement n'est toujours pas rendu suite à cette audience. Donc du coup, sans ce jugement, on ne peut même pas faire appel. Donc là, c'est vraiment un détournement de procédure, à mon sens, pour éviter que les avocats forment appel de la décision de cette juge. Et ça, c'est inadmissible. Le problème, c'est que le dossier de Noémie n'est pas isolé. Il y en a plein des comme ça. Comment peut-on placer des enfants alors qu'il n'y a aucune maltraitance, alors qu'il n'y a rien dans le dossier qui puisse permettre de placer cet enfant? Et je dirais même que dans certaines situations où on place des enfants parce que la maman, le papa auraient des difficultés, eh bien plutôt que de donner 6 000 ou 7 000 euros à l'ASE par enfant et par mois pour leur placement, qu'on libère une partie seulement pour aider ces familles, soit à mieux se nourrir, soit avec des aides à domicile, mais pas placer l'enfant, parce que là, on détruit toute une famille. On détruit toute une famille. Oui, parce que sur les infos que je dispose, Noémie, qui a 15 ans, vit très mal son placement. Bien sûr, d'ailleurs, elle était en pleurs tout le long de l'audience devant la juge, qui manifestement est dépourvue d'humanité et dépourvue d'affect, mais dépourvue également de tout raisonnement. Le problème de cette magistrate, c'est qu'elle manque de courage. Elle veut se cacher derrière les observations de l'ASE, qui aura forcément des observations négatives pour maintenir le placement et pour continuer à percevoir la somme allouée pour les placements de ses enfants, mais qui se cache aussi derrière des pseudo-expertises qui ne révèlent rien de grave d'ailleurs. Souvent, l'expertise démontre qu'il y a un conflit peut-être de loyauté pour l'enfant vis-à-vis de ses deux parents qui sont en conflit. Mais qui n'a jamais eu de conflit de loyauté dans sa vie? Nous-mêmes, adultes, avons parfois des conflits de loyauté avec des amis qui divorcent, ou il y a d'autres exemples comme cela. Et on va demander à une enfant de ne pas avoir de conflit de loyauté, puis peu importe. Est-ce qu'un conflit de loyauté détruit un enfant? Non. Non, parce que l'enfant devient adulte ensuite. Il fait ses propres choix, il a ses propres raisonnements, il prend ses propres décisions. Et puis, que faire également de la souffrance de ces enfants qui, à leurs 18 ans, sont jetés à la rue parce qu'ils ont 18 ans et parce que du coup, ces services sociaux ne perçoivent plus rien pour eux. On n'assure même pas leur suivi. C'est ça, notre justice aujourd'hui pour nos enfants? Ouais. Voilà. Donc, je veux bien croire qu'il y ait des familles, parce que ça existe bien évidemment, qui sont un danger pour ces enfants, mais ça représente quoi? 6%? Pas plus. Donc, si vous voulez lancer l'appel, Oui, donc j'invite tout le monde à venir soutenir cette cause qui est très importante pour tout le monde, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un éveil pour tous, mais c'est aussi et surtout des combats ciblés, des actions ciblées. Et c'est très important pour Noémie, tout comme les autres, parce que nous devons gagner des batailles et ensuite nous pourrons gagner la guerre. Voilà, il faut être présent de partout. Donc, on répète la date, hein, c'est le 19 février à 9 h devant le palais de justice de Valence.
Maître, vous avez monté une association qui s'appelle Oui. Semper Fidelis. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre association? Quel est le but de votre association? Alors, le but de l'association, c'est tout cela. C'est tous les combats que l'association veut mener, mais qui ne sont pas actuellement exhaustifs, parce que nous, on demande à nos adhérents de nous apporter des combats qui sont importants pour la population. Et donc, il y a actuellement la demande d'interdiction d'utilisation des gaz lacrymogènes, des GLIF4, mais aujourd'hui des GM2L, dans le cadre du maintien de l'ordre dans les manifestations, affaire qui est pendante devant le Conseil d'État. Et ça, c'est une action Semper Fidelis. Nous avons donc le combat contre les placements abusifs d'enfants. Nous avons le combat contre la pédocriminalité. Nous avons le combat contre les industries pharmaceutiques et nous demandons à nos adhérents de nous donner d'autres combats. Et cette association les mènera jusqu'au bout. Alors, les adhésions, le montant notamment de l'adhésion ou des dons, servent justement à toutes ces actions parce que les actions en justice coûtent de l'argent. Il y a également des frais d'huissier de justice lorsqu'on délivre des sommations. Il y a les frais pour les banderoles. Vous verrez, on a une très belle banderole grâce aux dons qui ont été réalisés pour les placements abusifs d'enfants et que nous aurons ce 19 février devant le palais de justice de Valence. Et les frais de fonctionnement, papeterie, parce que nous faisons des tracts. Nous avons également réalisé des petits livrets sur les droits fondamentaux, des manifestants, le petit manuel de l'opposant politique. Parce que pour cette association, ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on adhère, on a de facto, sans avoir à le prouver, la qualité d'opposant politique. Et lorsqu'on a la qualité d'opposant politique, on n'est pas soumis aux mêmes procédures judiciaires qu'un autre citoyen lambda. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de comparution immédiate pour les opposants politiques. On sait que la comparution immédiate, c'est une procédure qui peut détruire quelqu'un. Il y a également l'interdiction de convocation par procès-verbal remis par la police ou les gendarmes. Donc voilà, ce sont des protections d'opposants politiques. Nous avons d'ailleurs des arrêts de la Cour de cassation, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, qui protègent l'opposant politique. Alors, si les personnes veulent adhérer à cette association, oui. Comment ils peuvent... Alors, ils peuvent aller sur la page Facebook Semper Fidelis. Ils peuvent aller également sur notre site internet en tapant Semper Fidelis. Et ils peuvent également se rendre sur le site Hello Asso sur internet pour soit donner un don, soit devenir adhérent. Qu'est-ce que vous retenez 15 mois après de ce combat? Enfin, de votre combat, maître? Alors, j'en ai retiré beaucoup de choses. Alors, si j'en ai pas retiré 1 euro, j'en ai... Je parlais pas d'argent, hein? Oui, c'est pour ça. Voilà. Mais justement, si je n'en ai pas retiré 1 euro, j'en ai retiré beaucoup plus de choses que l'argent ne m'aurait apporté. C'est l'éveil des consciences, qui doit être cet éveil collectif aujourd'hui. En tout cas, je vais me battre pour que cet éveil soit collectif, également dans le cadre de l'association Semper Fidelis, parce que je crois que aujourd'hui, j'en suis même persuadée, cette société consumériste nous a poussés à être endormis, métro boulot dodo, justement, devoir travailler énormément pour subvenir à nos besoins et du coup ne rien voir de ce qui se passe à côté. Nous étions presque des légumes, en tout cas pour ma part. Et aujourd'hui, je suis très très éveillée à tout. Et même si ça me prend beaucoup de temps, je tiens à continuer à m'éveiller en permanence. C'est-à-dire que je n'écoute plus ce que disent les médias mainstream. Je vais faire mes propres recherches, ce que j'invite d'ailleurs tout le monde à faire, hein, et pour avoir mon propre ressenti, mes propres convictions, mon propre raisonnement. Et en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de complotiste, j'ai les pieds bien sur terre, la tête sur les épaules, mais il est évident que moi aussi, je me suis faite endormie pendant des années. Et c'est ça que m'a apporté le mouvement des Gilets jaunes, c'est un éveil, et rien que pour ça, je remercie tous les citoyens qui se sont éveillés, qui m'ont aidé à me réveiller à mon tour. Parce qu'on peut dire que ce mouvement qui a démarré le 17 novembre 2018,
Oui. sous le gouvernement de M. Emmanuel Macron, Oui. disons que ce malaise ne couvre pas que depuis que M. Macron a été Non. élu. Ce malaise date de plus de 40 ou 50 sûr. ans en arrière. Bien sûr. Bon, après, on va dire qu'il fallait prendre des dispositions. M. Macron les a peut-être prises maladroitement ou il a voulu aller un petit peu trop vite. Mais on ne peut pas non plus dire que M. Macron, comme j'entends, c'est le diable. Disons qu'il prend peut-être plus de responsabilités, ou tout au moins il a dit il faut qu'il y ait des choses qui changent. Peut-être qu'il a été maladroit, ou tout au moins il a voulu les faire changer peut-être trop vite. Je pense qu'il mène tout simplement sa mission et qu'il va vouloir la mener jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas le seul responsable, c'est pas le seul sur lequel il faut frapper sur tous ces oligarques financiers. Ouais. Parce que ce sont eux qui dirigent le monde, et non pas la France, le monde entier. Et donc lui a été placé là. Je pense que maintenant ça n'aura échappé à personne, et que lui, effectivement, il se fiche éperdument du peuple, il se fiche éperdument de la manière dont il impose. Il est là de toute façon pour imposer, et il le fait très bien. Alors là, le fait d'avoir posé cette question et votre réponse, et la question que je vous ai posée, puisque j'attendais cette réponse-là de vous, on ne va pas se faire des amis parmi certaines, je veux dire, pas du gouvernement, mais des personnes, on va dire, du peuple, qui vont nous dire, vous défendez Emmanuel Macron, ce qui n'est absolument pas le cas, Non, mais il faut quand même être réaliste. C'est un petit peu comme ce qui s'était passé en 1789, quand le roi, je veux dire, a été destitué, bon, et après tout ce qui s'est passé, ça couvait depuis des années aussi. Donc, on va dire qu'il est peut-être tombé au mauvais moment et à la mauvaise période aussi. Oui, alors c'est pas du tout notre ami, puisque justement Oui. on le combat depuis le début. Ouais. Mais il ne faut pas non plus, voilà, Il faut taper sur tous, voilà, exact. y compris lui, mais il faut taper sur tous. Il est évident qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron prenait la porte, ben, il y en aurait un autre à sa place, et qui ferait exactement la même chose. Il ne faut pas se voiler la face. Vous savez, 1789, cette révolution, elle a été un tout petit peu volée aussi. En 68, c'est un peu pareil, parce que lorsque je vois que à la tête de ce mouvement social, il y a Cohn-Bendit, il y a de quoi s'interroger largement. Alors j'espère qu'aujourd'hui, dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas des acteurs de crise qui sont un peu de la même trempe que Cohn-Bendit, parce que là, finalement, on se battrait encore une fois pour rien. J'ai cru entendre, si mes sources sont bonnes, que vous avez dit quand même que certains gilets jaunes que vous aviez défendus ont pratiquement craché dans la main de la personne qui les a défendus. Oui, alors ça, effectivement, certains l'ont fait, mais je crois que c'est la nature humaine, malheureusement. Moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, donc voilà, je prends la leçon qu'il faut prendre, je continue mon chemin, je ne leur en veux même pas. En revanche, c'est vrai que je ne m'implique plus de la même manière dans la défense des intérêts des Gilets jaunes, même si j'ai des audiences prévues jusqu'en novembre 2020. Et voilà, on en tire tous des leçons, et puis moi, j'en tire toujours que le positif. Donc, sur le coup de la colère, ben, bien sûr, je l'ai dénoncé. Maintenant, c'est fait. Je continue mon chemin. Voilà, je ne leur en veux même pas. Peut-être qu'il y a certains esprits malfaisants autour d'eux qui ont raconté peut-être des bêtises, mais je le répète ici, je n'ai jamais pris un centime à un seul gilet jaune, et ils le savent, j'ai été là jour et nuit, que ce soit au téléphone, par mail, en rendez-vous ou en audience. Il faut voir aussi qu'il y a quand même eu beaucoup de groupes qui ont été introduits où il y a eu des trolls à l'intérieur. Oui. Donc les trolls, on va l'expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui rentrent là et qui essayent de monter les uns contre les autres pour partir d'un principe que diviser Pour mieux régner, pour oui, mieux régner. bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir fait des erreurs et que si c'était à refaire, vous feriez autrement? J'ai certainement fait des erreurs, mais par contre, je ne regrette rien, non, je ne regrette rien. Encore moins la défense des Gilets jaunes, c'est à refaire. Je pense que je referai exactement la même chose. Je les défendrai de la même manière, corps et âme, et je recommencerai, oui, à les défendre gratuitement,
Encore une fois, oui, non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour eux. Les erreurs que j'ai pu faire, je pense que la seule chose que je ne ferai peut-être pas, c'est d'être dans les réseaux sociaux. Voilà, si c'était à refaire, j'aurais été là pour eux, mais par téléphone, par mail, dans les audiences, lors des gardes à vue, mais je ne serais pas venue sur les réseaux sociaux. Je n'aurais peut-être pas accepté les amis sur mon Facebook, qu'il a fallu, du coup, parce que c'était mon Facebook personnel, que je remodèle, voilà, et qui m'a pris beaucoup de temps. Je pense que je ne prendrai pas des journées ou des nuits entières à répondre sur Messenger. Voilà, je pense que j'aurais peut-être limité pour m'affairer à des choses plus importantes. Est-ce que ça vous a permis quand même de faire des rencontres avec des personnes que sans doute vous n'auriez jamais rencontrées et qui pour vous resteront gravées? Oui, bien sûr. Ben, vous déjà. Merci. Oui, j'ai rencontré fort heureusement, et comme je vous dis, moi, de toute façon, je ne retiens que le bon dans la vie. Je suis comme ça depuis toujours. J'ai rencontré de très très belles personnes et je sais qu'il y en a encore des tas que je n'ai pas encore rencontrés, mais oui, même sur les réseaux sociaux, lorsque j'avais des moments d'abattement, si j'ai pu repartir, comme ça, pour défendre encore une fois les gilets jaunes. C'est grâce à ces personnes bienveillantes qui m'ont remercié, qui m'ont dit, voilà, il ne faut pas lâcher, c'est normal que vous soyez fatigué, maître, reposez-vous, prenez soin de votre famille. Voilà, tous ces messages-là qui m'ont aidé à tenir un an passé. Mais écoutez, maître, je vous remercie. Je vous renvoie un petit peu aussi pareil, puisque je veux dire, merci. Ce mouvement nous a permis de nous rencontrer. C'est vrai. Je pense que on va pas, je veux dire, le cacher. Nous sommes devenus amis, oui. Puisque je peux vous téléphoner à n'importe quelle heure ou vice versa, vous m'appelez quand vous avez un souci ou quoi que ce soit. Bien sûr. On peut compter l'un sur l'autre. Et moi je vous suis énormément, puisque bon, beaucoup de personnes me disent mais pourquoi autant d'interviews de maître Sophia Albert Salmeron? Mais je dis tout simplement parce que cette personne-là, je veux dire, mérite d'être connue. Elle s'est battue. Vous devez vous rappeler sans doute nos premiers rendez-vous, on va dire, sur les ronds-points. Vous étiez avec votre cartable. Oui, moi, j'étais avec ma caméra. On était entourés de police, gendarmes et policiers. Gendarmes, policiers qui sont toujours restés quand même assez corrects avec nous. Oui. Quoique des fois, ils vous ont quand même empêché de pouvoir faire votre travail. Oui, ils m'ont poussé avec leur bouclier pour pas que je puisse aller assister mes clients lors des gardes à vue. C'est vrai. Ou ne pas m'ouvrir le commissariat pour que je puisse assister mes clients. Et je pense que les ordres venaient aussi au-dessus d'eux. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, maître, je vous remercie de cette interview. Oui, je vous en prie. Merci. Je vous en prie.